صباحكم بالخير. عافل زلاoud. Bonjour à tous. Je voudrais aussi commencer mon intervention en partageant l'hommage que la nation rend aujourd'hui à la perte du président, au décès de l'ex-président Lamine Zelouel. Je voudrais aussi remercier très sincèrement les organisateurs de ce symposium en me donnant l'occasion de m'adresser à un parterre aussi riche qui constitue le nerf de la guerre de l'industrie du gaz de notre pays, parce que je suis sûr que, à travers tous ces hauts cadres que vous êtes de la Sonatrach, de la Sonalgaz, des institutions qui gèrent le secteur des hydrocarbures et de toutes les filiales, sans vous, cette industrie n'aurait pas les performances qu'elle a aujourd'hui. Alors, j'ai proposé, on m'a dit OK, de vous parler du futur du marché européen du gaz. En fait, bon, tout le monde sait que l'Europe, c'est 95% de nos exportations gazières, GNL et gaz gazeux. C'est donc stratégique pour nous. L'Europe, c'est notre débouché stratégique. On en a tous conscience. Donc, son avenir, ce qui va se passer, est quelque chose d'important pour nous préparer. J'ai vu que dans le forum, il y a beaucoup de préoccupations sur l'avenir, sur les prévisions, sur les scénarios, sur la prospective, et c'est justement de cela dont je voudrais vous parler. Alors, je ne vais pas parler de l'Europe sur le marché du gaz, ça demanderait je ne sais combien d'heures. J'ai commencé à m'y intéresser en 1973. Ça fait longtemps, je ne sais pas, 53 ans. Ça fait beaucoup. Mais quand on est dans l'action, on voit des choses, on agit, on fait des erreurs. Mais c'est quand on prend du recul, surtout si on n'est plus intéressé par des enjeux et uniquement par l'intérêt lointain du souhait de voir ce projet se concrétiser et réussir, eh bien, on voit plus de choses. Et surtout, et en ce sens, c'est bien. Et j'applaudis. Vous savez, certains d'entre vous, les anciens, savent que... Allez, j'étais un peu au début de l'idée de cette association qu'a concrétisé mon ami et regretté Abdelhak Bouhafs. Et l'une des choses qu'il me disait, j'étais plus en charge, il me disait « Tu n'as aucune idée, ce que tu disais, vous savez que je viens d'université à l'origine, il me disait « Tu n'as aucune idée du nombre de papiers que proposent les cadres de Sonatrach pour la première réunion. » Il m'a dit, c'est incroyable, des centaines de papiers techniques, économiques, commerciaux, de réflexion sur le gaz, comme quoi que ce potentiel qui n'était pas visible avant l'AIG. En ce sens, votre association a été un point de départ, en tous les cas pour moi, je ne sais pas, j'étais quand même observateur ici, de la libération de cette capacité de vouloir mettre par écrit la praxis, la pratique d'ingénieurs, d'économistes, de juristes, de techniciens. Voilà. Je voulais rendre hommage aux fondateurs de cette organisation. Alors maintenant, je ne vais pas vous parler du marché, je vais vous parler de 2 points
le futur de la demande et le futur des prix sur le marché européen. Pourquoi j'ai choisi ces points? D'abord, toute analyse, tout économiste basique, c'est que ce sont des variables, demande et prix, essentielles dans toute analyse prospective. Et puis, la seconde raison, elle vous intéresse aussi, c'est parce que c'est justement sur ces deux points, sur l'évolution future de ces deux points, que notre expérience gazière a été parfois source de problèmes qui nous ont fait du tort. Alors, je voudrais donc en gros tirer des leçons de cela. Rappelez-vous, vous le savez tous, ça a été rappelé dans la présentation, au début des années 70, quand le pays a commencé à bien se stabiliser, après la récupération de nos richesses nationales, en 71, et donc du gaz, qui n'avait pas de valeur, le gaz, sauf pour l'économie nationale. Au début des années 70, l'Algérie a élaboré une politique gazière qui était fondée, je fais simple, sur deux axes fondamentaux. Le premier, exporter du gaz, autant que possible beaucoup, pour avoir des recettes en devises nécessaires pour notre développement. Le deuxième axe, c'était utiliser le gaz naturel, cette ressource abondante chez nous, comme source nationale, source de la principale de la consommation nationale. Je conclus, ça a marché. Et vous en êtes des acteurs. Ça a marché, ça a payé. Je dirais comme la fameuse formule, globalement positif. Globalement positive, l'expérience. Mais ça n'a pas été sans problème. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Rappelez-vous, au début des années 70, quand le marché du gaz n'existait pas, le marché international du gaz, je ne vais pas rentrer dans le détail, beaucoup d'entre vous le connaissent bien, n'existait pas. En GNL, par exemple, il y avait moins de 25 milliards de mètres cubes de gaz qui étaient échangés dans le monde. Algérie, Indonésie, États-Unis vers le Japon. Point. Et c'est ce moment-là où l'Algérie choisit. Le GNL était prometteur. On disait magnifique. Aux États-Unis voulaient nous en importer, les Européens voulaient nous en importer, et l'Algérie va se lancer dans un programme énorme. Le GNL était prometteur. Elle va se lancer dans un programme qui, à mon avis, était trop gros, pour nous, trop précipité. On va se lancer dans un programme d'exportation, alors immédiat, avec les infrastructures, 70 milliards de mètres cubes de gaz. Vous êtes familier des unités, donc vous savez ce que ça signifie comme volume. 70 milliards de mètres cubes de gaz. C'est 3 fois ce qui vient de se casser à Ras Laffan. Énorme. Avec à la clé un endettement conséquent de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Alors, le problème, c'est que quelques années plus tard, on a fait des prévisions, mais elles valaient ce que valaient les techniques de l'époque en matière de prospective. À la fin des années 70, on a commencé à avoir des problèmes. Et ces problèmes sont venus, on a signé les contrats, les contrats ont été signés, fermes, avec la clause take or pay, avec des grandes compagnies qui ont fait les mêmes erreurs que nous, sur la prévision. Des plus grandes compagnies de l'époque gazière, que ce soit européennes ou américaines. Et à partir de la fin des années 70, on a vu les compagnies qui avaient signé nos contrats revenir vers nous et commencer à nous poser des problèmes. Pêle-mêle, elles voulaient soit revoir les quantités contractuelles, soit revoir les prix
soit tout simplement annuler les contrats. Et elle, pêle-mêle, elle nous disait, c'est à cause du changement de la politique énergétique de leur pays, c'est parce que le gaz ne trouvait pas le marché final, ils n'arrivaient pas à le vendre, ou tout simplement parce qu'ils considéraient que le prix qu'ils avaient signé avec nous, le prix contractuel, n'était plus devenu compétitif. Alors, le premier coup, c'est les Américains. Il va nous venir des États-Unis. Je ne vais pas faire l'historique de ce marché, c'est le marché du gaz, par définition. Les États-Unis, il y a eu un phénomène que nous n'avions pas prévu. C'est sur ça que je vais insister, c'est sur la prospective. Ils ont changé leur réglementation fédérale. Et ça va provoquer une incitation à produire du gaz intérieur sur de plus grandes quantités et comme conséquence, un affaiblissement des prix et comme conséquence, une disqualification de notre prix contractuel. Bon, malgré la clause take or pay, je fais court, les 3 contrats, les plus gros, 30 milliards de mètres cubes, seront annulés. Le deuxième coup viendra de l'Europe. On est post-premier choc pétrolier. Les Européens ont décidé d'accélérer l'énergie nucléaire pour de l'électricité. Et ça va concurrencer directement le gaz. Et ils veulent remettre en cause les quantités qu'ils nous ont achetées. Ils vont même faire, beaucoup de gens l'oublient, une directive spécifique de la Commission européenne qui va, dans les années 70, et qui sera valable jusqu'au début des années 80, d'interdiction de l'utilisation du gaz naturel pour la production d'électricité. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ça a été des mesures incroyables. On ne s'y attendait pas. C'est des coups de marteau qu'on recevait sur la tête. Parce que ces gens sont revenus vers nous, notamment les Belges, les Espagnols, pour nous dire « réduisez le volume ». On a été obligé de le faire, malgré les clauses « take or pay », qui nous ont permis d'avoir des dédommagements, mais pas ce qu'on attendait. Et ce qu'on attendait, c'était quoi? Et c'est là où est le principal souci. C'était les recettes qui nous permettaient de rembourser la dette immense. Les recettes n'étaient plus là. Du moins une partie, une grosse partie. Heureusement qu'on avait le pétrole, la rente, qu'il y a, etc. On a pu, mais vous le savez, vous êtes tous au courant de cette histoire, on a passé de très, très mauvais moments pendant plus de 20 ans. Ça va nous coûter sur le plan économique, social, financier et même politique que le problème de la dette extérieure pour notre pays. Des conséquences que certains n'imaginent pas dans le moindre détail, mais vivre comme responsable à la fin des années 80, au début des années 90, avec des recettes qui étaient égales à notre service de la dette. 8 milliards. Comment importer des médicaments? Comment importer du blé? Comment importer du sucre? Et tout. C'est un problème. Alors, sur le plan du secteur que vous gérez aujourd'hui, les déboires, ils ont été immenses, vous les connaissez. Peut-être qu'on oublie, heureusement, on oublie la douleur. Ça. Mais GNL1 à l'arrêt pendant des années, sous cocon. L'immense chantier de GNL3 arrêté. Les premiers plus beaux méthaniers achetés, c'était l'Algérie, gelés. On les a mis dans les fjords, en Norvège. Les immenses gazoducs de 42 pouces, dont on était fiers, sous-exploités. Ça a été des moments terribles, comme vous le savez. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? On n'a pas bien vu. On n'a pas su prévoir. Est-ce que vraiment on était aussi idiot que ça? Non, c'était les techniques et peut-être qu'il y a eu autre chose. Bon, on peut avoir un avis, je ne vais pas perdre mon temps sur les causes, mais moi, ce que je retiens, c'est parce que c'est ça qui nous intéresse. Les débats politiques et tout ça, on peut les faire ailleurs. Ce que nous retient, c'est qu'on a été incapable
de prévoir des scénarios, éventuellement des scénarios négatifs et éventuellement des plans B, et traduire ces scénarios en timing pour que notre réalisation se fasse d'une manière sans risque. Alors, c'est ça les leçons que je tire, moi. Il y a d'autres leçons. C'est aussi on s'est trompé sur les prix. Mais on s'est trompé, pas tous, c'est pas grave, mais on s'est trompé sur les prix. Tout le monde, les prix vont monter, vont monter. On a oublié notre économie de base. Sauf que les prix ne sont pas montés, et ça nous a parfois poussé, l'autocritique que je fais, à aller négocier, à aller demander des réajustements de prix contractuels, alors qu'on était à contre-courant. Les prix n'étaient pas en train de monter, allaient peut-être même baisser, c'est arrivé pour le pétrole et aussi pour le gaz, et qu'on s'est retrouvé avec des problèmes. Bon. Alors, quelle leçon tirer de tout ça? D'abord, ce côté négatif que je viens de signaler ne va pas me faire oublier, ne serait-ce que subjectivement, et puis parce qu'il faut bien faire de temps en temps. Ah non, nul doute, les deux orientations étaient bonnes, on y a gagné, et globalement, comme je le disais, les résultats sont positifs. On a bien fait de renégocier nos contrats. Alors, le problème, c'était uniquement, comme je l'ai dit, timing et quantification. Le travail de prospect. Et en considérant tous ces facteurs d'incertitude, etc., je crois qu'il y a une chose, une conclusion que vous allez certainement partager. C'est bien de prendre les prévisions des autres, surtout quand c'est les meilleurs d'entre eux qui font cet exercice, des institutions internationales, des grands consultants, ils sont mieux outillés que nous, mais rien ne remplace son propre travail de prospective, avec vos moyens. Et je suis absolument impressionné. Quand j'ai vu le programme que vous avez, j'ai vu la liste des participants, la qualité, je ne savais pas qu'on avait aujourd'hui autant de personnes aptes à pouvoir faire ce travail. En tous les cas, moi, ce n'est pas ma spécialité. Donc je suis impressionné par ceux qui peuvent faire du travail de prospection avec des outils techniques. Moi, ce dont je vais vous parler maintenant, je vais peut-être prendre un peu plus de temps, un tout petit peu plus, et je m'en excuse, c'est pas de la technique. Je vais vous donner ce que les économistes occidentaux industriels appellent de la croyance. C'est un concept. Je vais vous donner ma croyance sur le marché futur. Que ça signifie tout simplement mon opinion. Ça signifie tout simplement mon approche intuitive, on dit empirique, par rapport aux économistes qui font des mathématiques, de l'approche empirique sur la base de l'expérience dont je vous parlais avec ces aspects et de l'observation éventuelle que j'ai pu faire ex post cette expérience. Alors, je vais faire une chose. Je vais être un peu global, mais essayez de me suivre. Je vais vous donner mon fil conducteur. Pour moi, le marché européen du gaz futur, il va dépendre du marché global du gaz, du marché mondial du gaz. Il en sera une résultante. Et le marché global du gaz, eh bien, pour moi, il va dépendre de ce que va devenir le monde, et notamment la mondialisation sur le plan économique. Alors, j'ai envie de dire que personne ne sait. Avec tous les développements qu'il y a aujourd'hui, vous avez vu que l'incertitude devient de plus en plus forte, y compris sur les semaines qui suivent. Se jouent des choses qui peut-être vont déterminer notre vie quotidienne dans tous ses aspects, et pas uniquement économiques et financiers. Et pourtant, personne ne sait. Totalement. Personne ne maîtrise totalement. Et je dis bien
Personne. On a cru à un moment donné que d'aucuns qui détenaient tous les moyens, mais même eux, ils naviguent. Alors imaginez les répercussions. La crise actuelle concerne le pétrole et le gaz au premier degré. Et du coup, ça revient en force. Le pétrole et le gaz sont des éléments fondamentaux qui le resteront encore pendant un bon moment du XXIe siècle. Et nous sommes dedans. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe que, on est dans un monde, aujourd'hui, ce monde-là est, grâce à les États-Unis, en jouant sur le néolibéralisme, en jouant sur la financiarisation, en jouant sur la numérisation, ils ont pu s'accaparer et dominer des pans entiers, fondamentaux de l'économie, y compris le marché des marchés de matières premières, dont celui du gaz, bien entendu. Et le problème, c'est que ce leadership a commencé à être contesté d'une manière sérieuse, et notamment, comme vous le savez, par la Chine. La Chine, en 25 ans, a réussi, en s'infiltrant dans les circuits internationaux économiques, à devenir non seulement l'atelier, mais le laboratoire de l'économie mondiale. Et ça, bien sûr, ça inquiète ce qu'on appelle l'hégémon, ça inquiète celui qui domine, ça inquiète les États-Unis. Et les États-Unis se disent, mais comment les contrer? Il y a un débat aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est par le protectionnisme, en fermant complètement l'économie américaine? Est-ce que c'est en contrôlant totalement certaines chaînes de valeur, certaines chaînes de production? Est-ce que c'est en contrôlant les matières premières? Bref, comment contrer ce qu'ils appellent, entre guillemets, l'adversaire systémique, la Chine? Alors, je crois que les Américains ont un gros débat dans les milieux, les grands milieux financiers, politiques, les think tanks, etc. Et ils n'ont pas encore choisi. Et c'est là où ça se joue. C'est pour ça que je vous dis, on est dans l'incertitude, s'agissant de tout le reste, y compris donc du marché gazier et du marché européen. Il y a deux possibilités. Pour moi, un jour, quelqu'un m'a interpellé en me disant, vous simplifiez. Oui, ces deux systèmes polaires dont je ne parle pas de la réalité, elle sera au milieu. Il y a, soit les États-Unis acceptent d'aller vers un multilatéralisme, un monde multipolaire, où ils accepteraient de partager avec la Chine et d'autres grandes puissances et d'autres ensembles la direction de l'économie mondiale. Et ça sera une organisation du marché qui sera plus ou moins différente. Ça impactera le marché du gaz, on le verra. Soit, la deuxième partie de l'alternative, c'est que, non, ils disent non, on veut rester les plus forts, on défend notre suprématie unilatérale, unipolaire. Et auquel cas, je crois que nous allons vers des situations assez difficiles, peut-être de confrontation. Ce qui paraissait inimaginable il y a quelque temps, ça peut le devenir. Des confrontations, y compris lointaines, militaires et tout. Mais en tous les cas, des confrontations parce qu'il y aura plusieurs pôles économiques. Et nous, on va être embêtés. Est-ce qu'on se met là ou là? Certainement, des chaînes de valeur seront exclusives. On va nous dire non, vous ne pouvez pas rentrer dans l'IA avec nous, tout en étant avec les Chinois, non, et vice-versa. Et là, ça aura un impact aussi sur le gaz, parce qu'il n'y aura pas un marché unifié. Je vais vous parler ensuite de l'importance de cela. Alors, j'ai envie de vous dire, au cœur de cette lutte entre les deux options, on trouve le contrôle des nouvelles technologies, des sphères d'influence, des chaînes de valeur. Et pour le gaz, l'alternative évoquée ci-dessus, comme je l'ai dit, c'est soit un marché mondial avec un système plus ou moins unifié. Un système unifié, ça veut dire un prix, des contrats qui se ressemblent, des clauses, un tribunal arbitral. Et de l'autre côté, ou au contraire,
un monde hybride avec des zones, des régions, des corridors qui fonctionnent avec leur propre prix, leur propre contrat, leur propre mode de règlement des conflits, etc. Bon, aujourd'hui, on est dans ce que, je reviens, les économistes, toujours les mêmes, de la même école, appellent cela, on est dans de la part des États-Unis, avec à sa tête le président Donald Trump, on est dans une situation, entre guillemets, d'incohérence des signaux. Ça veut dire que c'est brouillé. Voilà. Quand les économistes vous parlent d'incohérence des signaux, je ne sais pas où ça mène. Et quand on ne sait pas où ça mène, ça renforce le travail de ceux qui vont faire de la prospective. Alors, le président Trump, on ne sait pas. Il fait des taxes, il instrumente d'une manière brouillonne des taxes douanières, il fait des embargos, il menace même ses plus proches partenaires qui coopèrent avec la Chine, il proclame, il retourne à une doctrine Monroe, doctrine Donroe, il fait des interventions militaires ici et là c'est un peu plus grave, il y a des retournements de sa politique. Bref, on n'arrive pas à identifier sa stratégie. Voilà pourquoi j'ai parlé d'incohérence des signaux. Alors, il y a un point dans cette incohérence. J'en parle doucement, parce que ce point de la politique américaine n'a jamais disparu depuis presque 85 ans. C'est les velléités de dominer les sources de production et les voies d'acheminement du pétrole et du gaz qu'ils considèrent comme étant importantes. Et ça, c'est ce qu'ils appellent le plus officiellement du monde, la domination énergétique, ou dominance énergétique parfois. C'est clairement dans la stratégie nationale publiée et republiée il y a 1 an et demi par le département d'État américain, volonté de domination énergétique. Alors, pour le pétrole et le gaz, vous voyez comment ça se traduit. Ça se traduit par essayer de contrôler, voire même directement, que ce soit au Venezuela ou au Moyen-Orient, ou partout. Si en Groenland il y a quelque chose, il n'y en a pas, c'est pour d'autres raisons là-bas, etc., etc. Bon, et c'est surtout contrôler tous les voies, et on voit aujourd'hui le rôle du détroit de Dortmund. On le savait, toute personne qui a commencé à faire des études d'économie d'énergie sait combien détroit d'Ormuz est important. On voit concret, ça n'étonne pas. On sait que c'est important. Il n'est pas le seul. Il y a Malacca, il y a Panama. Il y a même la mer Baltique, on s'est aperçu que c'est devenu sensible. Parce qu'il y a des bateaux de GNL, de pétrole brut, qui essayent de sortir de Russie. Même le gros, qui essaye de sortir de là-bas. Bon, alors, que veulent, à travers la domination énergétique, les États-Unis? Je vais aller un peu vite parce que le temps... malheureusement, il me faudrait plus. Mais les États-Unis, à mon avis, ils ont choisi dans leur stratégie de maîtriser le prix du GNL. Ils vont l'utiliser, GNL. Ils vont l'utiliser. Pourquoi le GNL? Parce qu'ils ont eu ces fameux gaz de schiste qui sont importants, ils ont des réserves, ils veulent les valoriser. Le problème de ces gaz de schiste, c'est qu'ils coûtent cher à produire, et ça leur fait un handicap par rapport à d'autres gaz traditionnels qui viendraient d'ailleurs, donc ils sont compétitifs, et ils veulent à tout prix maîtriser le prix. Pour maîtriser le prix, il faut maîtriser le marché. J'y arrive. Ils veulent dominer le marché gazier. Le GNL est aujourd'hui devenu... Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais, il n'y avait pas de marché de GNL. Il a mis du temps, il a hésité. On a dit, bon, moi je n'ai pas connu le temps du GNL. Enfin, je plaisante. Le GNL, moins de 30 milliards début des années 70. Aujourd'hui, presque 600 milliards de mètres cubes de gaz sont échangés à travers le monde
dans la forme liquéfiée. C'est déjà 53% du commerce mondial. Et ça va devenir 60% dans quelques années, en 2030. Donc, c'est qui tient le GNL, tient le commerce du gaz. Alors, je ne vais pas vous ennuyer avec les chiffres. Mais les Américains, ils ont commencé. Le GNL couvre déjà 60% des importations de l'Europe. Depuis la guerre en Ukraine, depuis les sanctions contre le gaz russe, eh bien, les Américains ont augmenté de 280% leur vente de GNL sur l'Europe. Ça y est, c'est les patrons de l'Europe sur le plan du GNL. L'étape un peu sophistiquée que je vous annonce, c'est que comment faire que ce GNL, qui est une partie du commerce du gaz, devienne directeur, qu'il fasse l'orientation, que ce soit lui qui donne le là en matière de prix. Et vous comprendrez, parce que normalement j'y viens après, mais je vous le dis maintenant comme ça, si je n'ai pas le temps, je l'aurais dit, vous comprenez que le gaz devient important pour les Américains avec le schiste. C'est par le gaz qu'ils peuvent jouer un rôle important et donc ils ont besoin de maîtriser ce marché. Ils n'ont aucun intérêt à ce que la demande mondiale de gaz baisse, ce qui, je vous le rappelle, était l'objectif de la COP de Paris de 2015 et qui été traduit chez les Européens par le fameux Green Deal, c'est-à-dire un projet qui vise à réduire la demande gazière européenne de 70% s'il devait appliquer les mesures de lutte contre le CO2. Alors, peut-être que je me suis oublié. J'allais... Ah. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, mais pour cela, pour dominer un prix, il faut dominer un marché. Pour dominer un marché, il faut que le marché soit unifié, qu'il fonctionne avec les mêmes règles, comme pour le pétrole. Quand on donne un signal au NYMEX pour le prix du pétrole via le Brent ou le WTI, c'est la même chose, hein, c'est collé, eh bien, le reste du monde s'aligne. Le reste du monde, modulo, quand il y a un embargo, le pétrole russe ou le pétrole iranien, parce qu'il est sous embargo, ou le pétrole vénézuélien, quand il était sous embargo. Le pétrole vénézuélien, Bush a réglé le problème. Il veut régler un deuxième problème, celui de l'Iran. Bon, le russe, peut-être qu'il pourra le régler par d'autres biais, par le biais d'accords plus stratégiques et plus globaux. Mais l'idéal pour le gaz, c'est qu'il y ait un marché comme pour le pétrole. Ça dépasse, M. Bush, avec tout le... C'est l'hégémon. Il a besoin de ça, c'est logique. Je ne dis pas cela d'une manière idéologique. Je peux aussi avoir des positions politiques, hein, par ailleurs. Mais là, je vous le dis en tant que, techniquement, ils ont besoin d'unifier ce marché pour pouvoir. Ils ont besoin d'un marché qui soit unifié, qui soit financiarisé. Je m'arrête juste pour les ingénieurs et les amis qui ne sont pas familiers avec ce terme de financiariser. C'est pas qu'on utilise les finances, oui, bien sûr, mais que les finances, les marchés financiers, je veux dans cette simple version de la définition que je vous donne, que les marchés financiers, c'est-à-dire que les prix des commodités, que le prix des marchandises, des produits, soient fabriqués par une bourse, avec des instruments, avec des contrats standards, et où il y a la spéculation et où on peut... Et ces marchés financiers reflètent, mais ne sont pas les marchés physiques. Pas la même chose, mais ils sont connectés.
Donc c'est juste pour vous dire le mot, qu'est-ce que ça signifie. Et enfin, des marchés dollarisés. Pourquoi c'est important? Vous le savez tous, c'est devenu tellement courant dans les journaux. Le dollar, on veut l'imposer, comme il est pour le pétrole, dans le gaz aussi, comme monnaie de compte, comme ça quand on dit baril, en dollars, quand on dira million de BTU, en dollars, par unité de compte, très très important dans la domination. Et le deuxième, unité de paiement, avec tout ce que ça implique. Quand une monnaie comme le dollar, c'est la seule dans l'histoire de l'humanité qui est arrivée à ce degré, et là, présente, toutes les retombées de domination sont énormes. Je ne vais pas rentrer là-dedans, sauf si ça vous intéresse, mais je ne crois pas qu'on ait un débat aujourd'hui, si j'ai bien compris. Bon, voilà. Or, justement, le marché du GNL, c'est pas ça. Aujourd'hui, le marché du GNL, on a du GNL aujourd'hui, je n'ai pas vu ce matin, mais on a du GNL au Hub, Henry Hub, aux États-Unis, à 3,95 ou à 3,90, je ne sais pas, le million de BTU. Au même moment, aujourd'hui, je n'ai pas le dernier chiffre, il est de $17 en Europe et en Asie. Je parle grosso modo, mais voilà, 3,5 à 17. Ce n'est pas un marché unifié. Pour le pétrole, c'est 1-1. Modulo la qualité et le transport, le pétrole, sinon il y a tout de suite arbitrage des prix. Alors, je reviens au gaz. Ce n'est pas encore un marché unifié. Il y a eu, bien sûr, des connexions entre les trois marchés asiatiques, européens, américains. Il y a des connexions. Il commence à y avoir des échanges. Mais ce n'est pas encore unifié. Les connexions sont en train de se développer avec les marchés financiers qui se développent à Shanghai, à Tokyo. Il y en a même en Corée, aux États-Unis, en Europe. Voilà. Donc, ils commencent à se contacter. Il y a des arbitrages de prix. La plus belle démonstration a été les semaines dernières avec la crise du Moyen-Orient et la fermeture des installations qataries, que tout de suite les Asiatiques se sont inquiétés, se préoccupent, ont paniqué et se mettent à acheter à prix élevé des cargaisons qui allaient vers l'Europe. Voilà, c'est ça l'arbitrage. Hein. Ça veut dire qu'on détourne un bateau, qu'on l'emmène ailleurs parce que ça vaut le coup, etc. Et puis l'offre et la demande, au bout d'un moment, vont faire que les prix vont peut-être s'égaliser. Alors, mais vous voyez bien que tout ceci, le rêve des Américains, c'est de faire de la liaison avec l'Europe. Et je vais vite, parce que là, il y a un côté technique sur lequel je vais un peu passer vite, c'est que la liaison Amérique-Europe, que j'ai appelé corridor atlantique, ou plus exactement corridor nord-atlantique, les Américains ils veulent en faire le levier, l'axe central à partir duquel le marché du GNL viendra puiser les références. Bon, d'abord, cet axe, maintenant, ça y est, c'est 95 milliards de mètres cubes an. C'est beaucoup. Quand on fait le foisonnement des échanges ensuite, c'est beaucoup plus. Il relie deux marchés qui sont les plus gros, Europe et Amérique, et qui sont libéralisés, c'est-à-dire aptes à pratiquer des techniques de commercialisation modernes avec les marchés financiers, etc. Et les prix de ce marché, les exportateurs américains, d'abord, ils sont les seuls sur ce corridor. Il n'y a pas d'autres. Il y a du marché, il y a du GNL atlantique, je parle, du GNL africain qui vient, un peu d'Amérique latine, Saomé, Trinidad, Saomé, etc., qui vient, mais c'est petit, ça ne vient pas par le même chemin, c'est d'autres opérateurs, etc. Mais là, on a, sur cet axe, Golfe du Mexique, Europe, des opérateurs qui sont familiers, qui sont habitués à utiliser les contrats standardisés, les instruments financiers, etc., etc., et qui sont très attentifs à leur référence de base, qui est le prix coté au Henry Hub, tel que émis
par la bourse de New York du NYMEX. Et déjà, c'est dans le terrain, le contrat de gaz de long terme, même de court terme, voire même des activités spot sur le nord Atlantique se réfèrent au coup de départ du Henry Hub. Donc vous voyez comment subrepticement est rentrée la référence américaine dans le pricing du prix en Europe. Et du coup, en Europe, tous les marchés européens, tous les hubs, et notamment le plus gros aujourd'hui, c'est le TTF aux Pays-Bas, en Hollande, eh bien, le TTF, elle ne peut pas tenir compte de cette référence. Elle devient incontournable. Le prix du GNL américain atlantique devient la référence pour l'Europe. Un prix référentiel, c'est quelque chose, ça veut dire que ça va dominer le marché. Tout le monde ne peut plus rien faire sans regarder. C'est la situation des prix de gros, et après le prix de gros, même les prix de détail, etc., de tout le gaz en Europe, puisque l'Europe est un marché unifié, qui se prête bien à cette... Alors, voilà pourquoi le prix... mais le prix des exportateurs américains, c'est quoi? Et c'est la clé. Je ne suis pas en train de suivre mon papier, mais ça, il ne faut pas que je l'oublie. C'est la clé. C'est qu'il faut, pour que le gaz de schiste soit produit, pour qu'il puisse être vendable, il faut... Est-ce que j'ai les prix là? Et voilà. Pour que le gaz de prix, vous voyez le Henry Hub, je vous ai parlé 3 et quelques, et le TTF, il est à 15. Pour que le gaz de schiste, sous forme de GNL, soit vendu en Europe ou ailleurs, il lui faut un minimum de prix d'environ, je ne rentre pas dans les détails, 8 milliards de 8 dollars pour le million de BTU. 8 dollars, c'est environ. C'est ce qu'on appelle, ce que les économistes appellent le break-even, c'est-à-dire le prix, le seuil de rentabilité sans lequel on perd de l'argent. Coût de revient plus petit profit. Voilà. 8 milliards. Mais qui va vous garantir ça? Quand il y a du gaz algérien qui vaut beaucoup moins cher et qui préfère... Quand il y avait le gaz russe, diable, s'il revient celui-là, sur le marché européen. Quand il y a d'autres gaz hollandais, ils ont fermé. Norvégiens, et tous les gaz qui viennent d'Azerbaïdjan en Europe. Principaux, au moins, ceux-là. Ils sont moins chers que l'américain. Alors, les Américains ont eu de la chance. De la chance, je vais rester objectif et correct. Après, ceux qui veulent avoir mon avis, j'ai écrit un long article sur ça pour dire qu'il y a des chances qui tombent bien. Que le gaz russe disparaisse du marché européen et que le gaz américain devienne privilégié, qu'il ait un statut géopolitique qui fasse qu'il est préféré. Les Européens se sont lancés, donnez-nous aux Européens du gaz, quel que soit le prix, en gros, et donc ils jouent le jeu de l'acheter à plus de 8. Alors, quand ils l'achètent à plus de 8, des gens comme nous, ça nous arrange, hein, les Algériens, parce que dans ce cas-là, nous, on devient, et tous les autres exportateurs, on devient ce que, je vous embête avec les économistes, mais des fois, ils inventent de bonnes notions. Certains disent concept, bon, je dis notion. Et nous, on joue au passager clandestin. Vous savez, la théorie du passager clandestin en économie, ça veut dire que vous montez dans le train et vous ne payez pas votre billet. Il y a quelqu'un et vous ne payez pas, mais vous profitez du voyage. Nous, à 8, en gros, on est dans les clous, on gagne de l'argent. On ne voudrait pas que ça baisse. Tout à l'heure, je parlais des risques de baisse, et c'est là que ça va être important. Alors, où ça va? Tout cela, qu'est-ce que ça va donner sur l'Europe? Comment va se bagarrer? Les fournisseurs vont se bagarrer sur le marché européen, c'est clair et net.
Qu'est-ce qui se passe en Europe? D'abord, sur le plan mondial, j'ai oublié de vous le dire. Les experts du monde, les meilleures agences, AIE, pour le gaz, on a le forum, on y participe indirectement, le forum des exportateurs de gaz. Il y a le DOE, le ministère de l'énergie américain. Et puis, il y a beaucoup d'excellents consultants qui font des études. En gros, je retiens celui de l'AIE parce qu'il est symptomatique. Il nous dit des choses qui sont en jeu, en sous-main. L'AIE avait dit, vous allez voir le distinguo que je fais, avait dit, il y a 3 scénarios possibles, 3 situations. Soit le gaz continue à fonctionner comme il a fonctionné dans le passé. En gros, on peut aller en 2050, aujourd'hui on est à 4000 et quelques, en 2050 on arrive à 5500, hop, là peut-être que celui-là je l'ai. Ah, les voilà. Hop, voilà. Pourquoi il ne veut pas rester? Voilà. Il bouge. En gros, l'AIE, elle dit, ils font 3 scénarios. Il y en a un qu'ils appellent current policies. Vous avez compris, les politiques actuelles projetées. Il y en a un qui s'appelle stated policies, c'est-à-dire des politiques de pays. Les pays prennent des mesures plus contraignantes pour réduire le CO2, donc réduire la consommation de gaz. Et enfin, le net zéro, celui dont je vais parler comme étant le diable. Pour moi, qui suis pour le gaz, qui est le diable, et je pense pour une bonne partie d'entre vous, c'est notre diable qui est en face, c'est le zéro net, c'est-à-dire qu'on exclut 75% dans le monde du gaz, on arrête d'en consommer dans 25 ans, en 2050. Le bout, là, c'est 2050. 75% de moins. Voilà les 3 scénarios. Alors, tout de suite, je ne vais pas faire dans l'ordre, parce que j'avais écrit, c'est dans l'ordre, vous aurez le papier, mais tout de suite, pour vous dire, le net zéro, il est irréaliste. Et non seulement il était irréaliste, nous, on le disait, nombreux, peut-être même certains d'entre vous avaient eu dans le temps à l'occasion de dire c'est irréaliste, mais il y a maintenant le président Trump qui est arrivé et qui dit il n'en est plus question. Il a menacé l'AIE de sortir d'AIE comme il est sorti déjà de l'accord de Paris, la COP 15, la COP 20. Il a dit à l'AIE, si tu me parles encore de net zéro, je sors. Comme il fait d'habitude. Comme ça, brutalement. Et voilà. Donc, l'AIE, pour la première fois depuis 10 ans, le dernier rapport, elle a oublié le net zéro. Mais par contre, elle continue avec le SAID. Alors, 5500 pour le plus élevé, à 1000 à peu près, c'est 920 exactement dans leur chiffre, on s'en fiche des 9, 1000 milliards. De 1 à 5, ça n'a pas de sens. Pour ceux qui vont être dans la commission rapport, prospect, etc., c'est pas faire un travail de prospective avec du 1 pour 5 comme ratio, ça n'a pas de sens. Vous allez donner ça au planificateur ou au chef de projet, vous dites arrêtez, quoi, qu'est-ce que je fais? Et les prix pour les mêmes scénarios, 25 dans le cas du haut, dollars le million de BTU, 5 dollars pour le du bas. Moi qui vais vouloir développer mes gaz de schiste éventuellement, je sais qu'il y a notre ami, il est là, le directeur général, le vice-président des hydrocarbures qui doit les développer bientôt, il a besoin d'un peu plus de précision, parce que les coûts du gaz de schiste, ça va être déterminant pour l'avenir. Soit il passe le cap, et quand il y a les 8 dollars, là, c'est pas mal, en tant que je sache. Mais s'il n'y a pas les 8 dollars, ça peut devenir problème. Comme ça, au passage, je jette un petit pic. Alors, le futur gaz européen, les concurrences. Eh bien, voilà, il y a 2 possibilités. 2 possibilités. La première, c'est celle qui est là, sur la table. Parce que l'Europe, notre marché, eh bien, pour l'instant, il continue à dire on veut réduire le gaz.
Alors, ils ne parlent plus du Green Deal d'une manière directe, mais ils ne l'ont pas effacé. Il est toujours en vigueur, juridiquement. Ils ont deux autres scénarios. C'est le scénario non, alors tac tac, hein, là, le voilà. Non. Ça c'est Europe ou c'est non, c'est le monde. Allez, je vais rester aux importations, ça, il y a la production. Ils ont deux, parce que c'est les importations qui nous intéressent en Europe. Qu'ils consomment moins ou plus de gaz, ça c'est une question de source locale, Norvège, pas Norvège. Bon, j'estime que la Norvège est dans l'Europe. Hein. Bon, ça c'est une hypothèse, mais elle l'est hein, politiquement, géostratégiquement. Elle a la priorité des priorités, même avant le GNL américain. Les importations. Leurs deux scénarios, le current et le stated, que je décline. J'ai retenu l'AIE, mais c'est parce que, tout simplement, par commodité, parce qu'elle est emblématique, l'AIE. Ce que dit l'AIE, c'est emblématique. Les autres en voient moins bien, c'est un peu brouillé, ils n'ont pas été dans tous les détails. L'AIE, elle nous a fourni tous les détails, les desiderata et tout et tout. Bon. Alors, il y a deux currents que les Européens. Soit le marché descend, regardez bien ici. En gros, je les ai de tête, mais les chiffres, c'est dans le current, les Européens, je parle Europe, pardonnez-moi, et pas UE, Union européenne, l'Europe, la Turquie en plus, et voilà, quelques petits pays, la Bosnie, etc. L'Europe, elle a importé en 2024, sans la Norvège, 240, à peu près, c'est 241 milliards de mètres cubes. Dans le current, elle descend à 213, dans le bleu. Ça fait, on va perdre à peu près 40 milliards d'ici 2050, nous, les fournisseurs, tous les fournisseurs qui sont sur le marché européen, tous les fournisseurs et les potentiels fournisseurs. Et vous savez qu'il y en a. Par exemple, en Afrique, il y a beaucoup de pays qui sont en train de développer du gaz. Et le problème de l'Afrique, je voudrais vous le signaler, il est particulier. Ce gaz est porté par des compagnies étrangères puissantes. Ce n'est pas n'importe qui. Quand un projet est porté par Exxon, ou par Total, ou par L'Eni, ils trouvent un marché en Europe. Hein. Parce que toujours le problème d'un projet, s'il n'a pas un marché, il peut chanter Canari tout seul. Il faut qu'il trouve un marché. Quand il est soutenu par un projet. D'où l'histoire de l'association avec un partenaire étranger, ce n'est pas uniquement technique pour moi. Ce n'est pas uniquement parce que je ne sais pas produire tout seul et j'ai besoin, ou c'est plus rationnel, plus économique, et tout, c'est plus efficace. Non, oui. Mais c'est surtout un partenaire étranger, il vous apporte aussi le marché, ou du moins le soutien au marché. Et ça, stratégiquement, c'est important. Surtout par les temps qui courent. C'était peut-être ce dont souffrait notre gaz au début. Il était porté par nous tout seul. Sonatrach. Quand il nous a envoyé balader, il nous a envoyé balader Sonatrach. S'il y avait un partenaire européen ou américain concerné par son gaz, il ne nous aurait jamais lâchés. On aurait trouvé des accords un peu plus normaux. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer? Il y a deux choses que... D'abord, le marché européen, ça va être un marché, donc s'il baisse comme ça... Ah oui, j'ai dit le bleu, 240 à 213. L'orange, là, 240 à 150. Diable, si cela a lieu, on va se bagarrer, hein, nous les fournisseurs sur le marché européen. Et comment on se bagarre, nous les fournisseurs en général? Oui, voilà, il me rappelle. Eh bien, nous les fournisseurs, on se bagarre avec les prix. Et les prix, c'est quoi? Quels vont être les prix à moyen terme? De deux choses l'une. Il y a deux facteurs qui risquent de tout bouleverser. Un, si le statut du gaz américain et le statut du gaz russe. Et encore une fois, on retrouve les deux grands pays producteurs de gaz, les plus gros.
Le statut. Si les Américains gardent leur statut privilégié, et si le gaz russe est toujours absent, sanctionné, c'est le cas dont je vous parlais tout à l'heure. On joue les passagers clandestins. Et diable, si soit le gaz américain perd son statut privilégié, parce que c'est pas exclure, hein, les Européens et les Américains, ces derniers temps, ils ont des tensions entre eux. Ça pourrait se traduire par les Européens qui disent « Stop, je n'accorde plus le prix élevé, faites la concurrence avec les autres, je prendrai le gaz le moins cher qui vient. » On n'aurait plus le prix plancher du break-even du gaz de schiste. Mais si alors le gaz russe revenait, et j'ai estimé, j'ai pas le temps et il me rappelle et je sais que j'ai dépassé mon temps, le gaz russe revenait, que j'ai estimé à 50 milliards, j'aurais pu vous expliquer pourquoi. 50 milliards en plus qui viennent sur le marché, au-delà de ces pertes. C'est la guerre des prix. Il y a un danger. Alors, je fais vite. Ce scénario, je n'y crois pas trop. Mais c'est là où je vous parle de croire, de croyance, au sens économique. Hein. Qu'on laisse nos intimes convictions dans d'autres domaines. De croyance, je ne crois pas. Parce que l'Europe, va être obligée d'atténuer sa politique climatique. D'abord parce qu'elle ne peut pas rester seule, alors que les autres grandes puissances prennent des distances vis-à-vis de cette histoire de sortir vite des énergies fossiles et donc du gaz. Je ne rentre pas dans le détail, sauf si vous intéresse pays par pays. 2, parce que on s'est aperçu que les Européens sont aperçus que payer du gaz plus cher, cela les pénalisait vis-à-vis de leurs gros concurrents que sont les Chinois, les Américains, les Indiens et tout, qui payent un gaz moins cher. Et là, ça devient visible. Les industriels allemands, italiens, en train de frapper à la porte de Bruxelles en disant « Vous arrêtez, là on ne peut plus ». Oh, enlevez-moi, la taxe vous avez vu, la taxe carbone a des difficultés à se mettre en place. 3, on ne peut pas se débarrasser du gaz comme ça. L'histoire de la panne électrique en Espagne et au Portugal, il y a quelques mois, elle a fait une démonstration à ciel ouvert que le gaz, comme le nucléaire, mais c'est tellement plus facile d'avoir du gaz, de l'électricité avec des turbines à gaz, un quart d'heure après vous l'avez, que de mettre une usine de nucléaire en marche. Mais bon, le nucléaire c'est bon aussi pour... On s'est aperçu, les Européens, vous savez, très fort, mais ils ont vécu l'absolue nécessité d'avoir des capacités de modulation, des capacités en réserve d'électricité. Parce qu'on ne peut pas laisser l'énergie électrique, solaire et hydraulique et éolienne toute seule. Cette année, il y a eu 30% de l'électricité européenne, c'est devenu la première électricité d'origine ENR, énergie nouvelle. Mais ils ont eu l'accident. Et tout le monde sait maintenant qu'il faut... Et le gaz a encore un rôle à jouer. Alors moi, et je termine sur ça, moi je pense que au mieux, au pire, ça sera la bleue, mais je ne crois pas. C'est celle qui n'est plus là. C'est celle des 3 grands, c'est-à-dire, j'ai parlé du Forum du gaz, de l'AIE et du DOE et de Riyad Énergie et tout, tous prévoient qu'on sera au-dessus de 5000. Reste à savoir où va se situer l'Europe. Reste à savoir, parce que nous, Algériens, on vend du gazoduc. On a du GNL aussi, flexibilité. Ceux qui ont du GNL, ils pourront l'envoyer vers l'Asie. Mais ceux qui sont en gazoduc, ils prendront plein jeu de prix s'ils venaient à baisser. Alors moi, je suis relativement pas pessimiste. Je n'ai pas dit que j'étais optimiste. Je crois que le gaz a encore de l'avenir pendant plusieurs décennies, et je le dis sous forme de croyance, pas dit sous forme de mathématiques. Vous faites ce que vous voulez de cela, de croyance, mais c'est bien, vous avez bien compris que j'ai lu toutes les plus grosses, même certaines confidentielles,
prospectives dans ce domaine-là, les plus intéressantes du moins, contradictoires. Je les lis avec attention. J'ai du temps. Je les lis avec attention. Oui, il y a de la place pour le gaz modulo, sous réserve qu'on n'ait pas des bouleversements d'autre nature, qui viendraient à bouleverser l'organisation mondiale de l'économie, à la fragmenter, à la déchirer. Alors là, ça va avoir un impact sur la croissance économique mondiale, sur le commerce, et donc sur la consommation de gaz, et tout ça. Alors vous, et je vous salue sur ça, l'Algérie a des atouts, plusieurs, je ne les répéterai pas, ils ont été dit tout à l'heure. Les réserves potentielles, les coûts moins chers, les gazoducs déjà sous l'eau, amortis, qui fonctionnent, une longue expérience de commercialisation, y compris avec les errements pratiqués, et une proximité de l'Europe, et j'espère des idées nouvelles dans le domaine. J'ai vu que c'était un gros thème de l'hydrogène, les énergies nouvelles, la combinaison des trois, hydrogène, énergie nouvelle, gaz. Je ne sais pas ce que ça peut donner, je ne suis pas un spécialiste, je vous laisserai discuter de tout cela. Je suis sûr que vous allez nous éclairer, nous donner des pistes possibles. Mais dans tout cela, la seule chose que j'ai à dire, ce n'est pas un conseil de vieux, la seule chose que j'ai à vous dire, n'oubliez pas les scénarios contradictoires. N'oubliez pas les scénarios auxquels on ne pense pas. Qui avait pensé un jour qu'il y aurait l'arrêt de la guerre froide et que l'URSS puisse se mettre à vendre du gaz en Europe? Et plus tard, qui avait pensé qu'on pouvait avoir la chute de l'URSS et que Gazprom devienne un conquérant énorme du gaz avec des prix de combat sur le marché gazier? Qui avait pensé à une guerre en Europe, une nouvelle en Ukraine, qui provoque une déstructuration du marché mondial avec la disparition du premier producteur mondial, du premier exportateur mondial et tout? Non. Donc c'est tous ces scénarios auxquels il faut penser pour nous préparer aussi des plans B et nous éviter éventuellement d'abord des déboires comme ceux dont je vous avais parlé, qui étaient moins graves peut-être. Alors, je vous remercie, j'ai été long, excusez-moi 1000 fois, mais je ne sais pas faire plus court. Merci.